Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien et que vous êtes prêts pour notre nouvelle affaire criminelle du jour. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas abordé le thème des tueurs en série sur cette chaîne. Eh bien ça va être chose faite car aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'un d'entre eux qui n'est autre que John Christie. Et si vous ne connaissez pas encore John Christie, croyez-moi, après avoir entendu cette histoire, vous n'êtes pas prêts de l'oublier. Je sais pas encore si cette vidéo sortira avant ou après Noël, mais dans tous les cas, avant que l'on entre dans les détails de cette affaire extrêmement perturbante, je tiens à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, j'espère que vous allez passer un bon réveillon et j'ai bien hâte de vous retrouver en 2024 pour continuer cette belle aventure qu'on vit ensemble. Voilà, c'est tout. Maintenant je vous laisse vous installer bien confortablement car on va commencer. John Reginald Hallyday Christie voit le jour le 8 avril 1898 dans la ville d'Halifax, située dans le comté du Yorkshire, en Angleterre. Il grandit au sein d'une famille plutôt nombreuse parce qu'il n'a pas moins de 6 frères et sœurs et il se trouve être le dernier garçon de la famille. Sa mère, Marianne Christie, est une actrice, tandis que son père, Ernest Christie, travaille lui en tant qu'ingénieur. Très peu de choses sont connues sur ses parents, en dehors du fait que Ernest avait une position très importante et travaillait donc de très longues heures, ce qui fait qu'il était très souvent absent de la maison et que Marianne se retrouvait donc seule pour élever ses 7 enfants. En grandissant, John va avoir énormément de mal à se faire des amis, et ce aussi bien à l'école où il se retrouve victime de harcèlement de la part de ses camarades de classe, qu'à la maison où ses sœurs se font un malin plaisir à le martyriser et à se moquer de lui. Mais malgré tout ça, John est très intelligent et il excelle à l'école. Il a des résultats absolument incroyables, et notamment en mathématiques où il est le meilleur élève de toute son école. Dans son enfance, John va d'ailleurs apprendre qu'il a un QI bien au-dessus de la moyenne. À l'âge de 8 ans, son grand-père perd la vie et toute la famille se rend à ses funérailles. Et durant ces funérailles justement, le cercueil se trouvait ouvert. Et c'est la toute première fois ce jour-là que John va se retrouver face à un corps sans vie, ce qui va énormément le marquer. Cet événement va comme déclencher quelque chose en lui. Il va se mettre à penser de plus en plus souvent à la mort, à s'intéresser à ce qui se passe lorsque l'âme d'une personne quitte son corps, et au fil du temps, sa curiosité sur ce sujet ne va faire que grandir. Les années passent et John, qui est maintenant à la fin de son adolescence, est toujours aussi solitaire que par le passé et n'a développé absolument aucune compétence sociale lui permettant de se faire des amis. Il commence cependant à s'intéresser aux jeunes filles et à les intéresser en retour. Mais malheureusement pour lui, de ce côté-là, ça ne va pas fonctionner non plus. Littéralement d'ailleurs. Alors qu'il se rend à des rendez-vous romantiques avec des jeunes filles de son âge, au moment de se retrouver dans la chambre à coucher, il est incapable de performer. Chose qui va d'ailleurs être le cas tout au long de sa vie. Et pas de chance pour lui, l'une de ses partenaires de l'époque va se faire une joie d'aller raconter ses échecs au lit à absolument tout le monde. Et résultat, John se retrouve à être la risée de son lycée et absolument tous les élèves se moquent de lui sur son passage et ils vont même aller d'ailleurs jusqu'à lui donner des petits surnoms extrêmement humiliants. Ce qui, comme vous pouvez tout à fait l'imaginer, va être très difficile à vivre pour John. Alors qu'il n'est âgé que de 17 ans, la Première Guerre mondiale éclate et John Christie se retrouve envoyé sur le front, où son rôle principal est de guetter les possibles attaques et d'informer sa troupe du danger avant qu'il ne soit trop tard. Il quitte alors son Angleterre natale et est envoyé en France, où il va combattre durant environ 1 an avant de n'être renvoyé chez lui, et ce après avoir été gravement blessé lors d'une attaque au gaz. Il va avoir de nombreuses séquelles suite à cette attaque, et notamment une perte de la vision et de la voix, dont il va souffrir durant des années entières. Suite à son retour à Halifax et après plusieurs mois de convalescence, en 1918, il se trouve un emploi dans un bureau de poste et reprend tout doucement le cours d'une vie plutôt normale. Et c'est alors qu'il est en train de travailler dans ce fameux bureau de poste qu'il fait la rencontre d'une jeune femme de son âge du nom de Ethel Waddington. Ethel et John se connaissent déjà en réalité, car ils ont tous les deux grandi à Halifax et ont fréquenté la même école. Avec les années, ils ont fini par perdre contact, mais lorsque Ethel se rend donc dans le bureau de poste où travaille John, ils vont tous les deux reconnecter. Il ne va pas prendre longtemps avant qu'ils forment un couple. Et alors qu'ils sont tous les deux âgés de 22 ans, ils se marient le 10 mai 1920.
Le jeune couple emménage alors ensemble à Halifax toujours, et même si en apparence ils semblaient être très heureux ensemble, la réalité était à ce moment-là bien différente. John est totalement misérable dans ce mariage, et Ethel l'est tout autant. Pour échapper à son mari et éviter d'avoir à passer du temps avec lui, la jeune Ethel se rend très régulièrement aux côtés de sa famille, chez qui elle passe des journées et parfois même des semaines entières, tout cela pour éviter d'avoir à rentrer à la maison. Et John, de son côté, profite de l'absence d'Ethel pour inviter des travailleuses du sexe à venir passer la nuit chez lui. Et pas juste une fois, car il faisait cela plusieurs fois par semaine. Et à côté de ça, John vit une vie de petit criminel car il ne cesse de voler à droite et à gauche. Il va cependant se faire prendre et va être envoyé directement en prison pour son crime. À sa sortie de prison, il continue ses petites aventures extra-conjugales, mais il va bien rapidement se faire prendre la main dans le sac par Ethel, qui va décider que trop c'est trop et qui va prendre la décision de le quitter. 4 ans après leur union, ils prennent donc des chemins différents et John décide qu'il est temps pour lui de quitter Halifax et va s'installer dans la grande ville de Londres. Et sur place, il continue de vivre sa petite vie de criminel car malgré le temps qu'il a passé derrière les barreaux, il ne semble pas du tout avoir appris la leçon. Il se fait donc une fois de plus interpeller par la police après avoir commis un vol et pour cela envoyé de nouveau en prison pour un total de 6 mois. À sa sortie, il continue à fréquenter des travailleuses du sexe, mais il va un jour s'en prendre très violemment à l'une d'entre elles, qui va décider d'aller porter plainte. John Christie se retrouve une fois de plus sous le radar des policiers et est envoyé pour la 3e fois en prison pour servir cette fois-ci une peine de 9 mois pour agression. Et 3 ans après sa libération, c'est retour à la casse-prison pour John, qui est cette fois-ci arrêté après avoir volé une voiture. Il passe 3 mois derrière les barreaux et à sa sortie réalise qu'il se sent un petit peu seul et que la présence de Ethel lui manque terriblement. Il écrit donc une lettre à Ethel dans le but de savoir où elle en est dans sa vie et de savoir si elle serait prête à lui donner une 2e chance. Par chance, Ethel se trouvait être elle aussi célibataire à ce moment-là, et elle ne va pas prendre bien longtemps avant de prendre sa décision, car seulement quelques semaines plus tard, elle quitte Halifax pour aller s'installer à Londres aux côtés de John. Le couple reconnecte alors et très rapidement, ils emménagent ensemble dans le charmant quartier de Notting Hill. Charmant aujourd'hui en tout cas parce qu'à l'époque, c'était l'un des quartiers les plus mal famés de Londres. Dans ce coin de Londres, les maisons ne coûtaient pratiquement rien car personne ne voulait y habiter. Et c'est justement grâce à cela que Ethel et John vont avoir les moyens d'y emménager. En 1938, le couple dépose donc bagages dans leur nouveau chez eux, situé au 10 Rillington Place à Notting Hill. Le bâtiment où ils ont emménagé se trouve être partagé entre 3 appartements. John et Ethel vivent eux au rez-de-chaussée, il y a donc 2 familles qui vivent au-dessus d'eux, et les 3 familles qui habitent sur place se partagent la même salle de bain et un seul et même jardin en commun. Mais la réconciliation du couple ne signifie pas pour autant que John s'est rangé du bon côté et a arrêté ses petites aventures extra-conjugales. Pas du tout, bien loin de là. Dès que Ethel a le dos tourné, il continue de fréquenter des travailleuses du sexe. À ce moment-là, John ne travaille pas et dû à son casier judiciaire déjà plutôt bien rempli, il lui est extrêmement compliqué de trouver un emploi. Cependant, peu de temps après leur emménagement, la Seconde Guerre mondiale éclate et John rejoint de nouveau l'armée. Il se retrouve cette fois-ci engagé pour patrouiller dans sa ville et assurer la sécurité de ses habitants. Je connais pas le terme exact de son emploi, mais c'était très similaire à celui de gendarme. Et grâce à son uniforme, les gens autour de lui faisaient confiance, car ils savaient qu'il était là pour les protéger et pour assurer leur sûreté. Et John adorait cela. Le fait d'être respecté et admiré par tous lui donnait une confiance en lui incroyable. Mais il n'y a pas que le respect que sa position lui apporte qui le comble de joie, car grâce à ce nouvel emploi, il va faire la rencontre de l'une de ses collègues qui se trouve être une jeune femme pour laquelle il va avoir un énorme coup de cœur. Elle travaille donc à ses côtés et se trouve être mariée, ce qui ne va cependant pas l'empêcher d'avoir une liaison avec John. Et cette liaison va durer très longtemps, jusqu'en janvier de l'année 1943 pour être exact. Mais elle va finalement s'arrêter très brusquement, et ce, lorsque le mari de cette femme, qui se trouvait être soldat, rentre chez lui et la découvre au lit avec John. Et autant vous dire que lorsque le mari en question va apprendre que cette liaison a duré pendant pratiquement 4 ans, il ne va pas bien prendre la nouvelle du tout. Il va alors agresser très violemment John, le laissant salement amoché.
Cette même année, John, qui se trouve être de plus en plus frustré et malheureux dans sa vie personnelle et qui n'a malheureusement plus la présence de sa maîtresse pour le détendre, décide de reprendre ses petites habitudes. En août de l'année 1943, il enfile son uniforme de policier et arpente les rues de la ville à la recherche d'une travailleuse du sexe à emmener chez lui. Et c'est ainsi qu'il fait la rencontre de la jeune Ruth Fürst. Et quand je dis jeune, elle était effectivement très jeune car elle n'était à ce moment-là âgée que de 16 ou 17 ans. Ruth travaillait la journée en tant qu'ouvrière en munitions pour les soldats et le soir se prostituait dans le but de se faire un petit peu d'argent. Ce soir-là donc, John croise son chemin et lui propose de l'accompagner chez lui, ce que la jeune femme va accepter. Mais à peine est-elle arrivée chez John que ce dernier se jette sur elle et l'étrangle à mort. Il vient de commettre son premier meurtre et ne sait absolument pas comment réagir face au corps sans vie de Ruth. Et c'est alors qu'une idée lui vient. Il attend alors patiemment que tous ses voisins soient profondément endormis et au milieu de la nuit traîne le corps de sa victime jusque dans le jardin que le complexe d'appartements se partageait, creuse un trou et l'y enterre. Et suite à cela, John reprend sa petite vie tranquillement comme si rien ne s'était passé. Et aucun de ses voisins n'a remarqué quoi que ce soit. Et je vous avoue que lorsque j'étais en train d'étudier l'affaire, c'est cette partie-là qui m'a le plus intriguée parce que je trouvais ça vraiment étrange que personne n'ait remarqué qu'un trou a été creusé dans le jardin de la taille d'un corps humain avant d'être rebouché. Mais en fait, j'ai réalisé que, effectivement, comme je vous ai dit à cette époque, le quartier en question était très mal famé et était très pauvre. Et en fait, ce que moi j'appelle un jardin était en réalité plutôt un terrain vague qui était rempli de détritus et où les voisins eux-mêmes jetaient leurs propres détritus. Le sol était majoritairement constitué de terre battue, donc clairement personne n'a remarqué quoi que ce soit et ne s'est même posé la moindre question. Ce meurtre va laisser en John un énorme sentiment de satisfaction, qui va se sentir heureux et comblé pratiquement pour la première fois de sa vie. Mais malheureusement, ce sentiment ne va pas être éternel, car environ un an plus tard, en octobre 1944, des pensées très sombres envahissent son esprit et il sent monter en lui une terrible envie de tuer. Sa prochaine victime se trouve être Muriel Amelia Eddy. Muriel était l'une des collègues de travail de John, et à ce moment-là, elle souffrait d'une terrible bronchite, ce qui était d'autant plus compliqué à accepter pour elle, car Muriel souffrait d'hypocondrie, ce qui fait que la moindre petite maladie, le moindre petit virus, dans sa tête devenait insurmontable. Elle était donc prête à essayer tous les remèdes possibles pour réussir à se soigner. John va donc profiter de sa faiblesse et l'inviter à se rendre chez lui, car il assure connaître un remède miracle contre la bronchite qui le libère de tous ses symptômes en quelques heures seulement à chaque fois qu'il est malade. Muriel est extrêmement touchée par la générosité de son collègue et accepte immédiatement son offre sans avoir la moindre idée de ce qui l'attend. Et ce soir-là, lorsqu'elle arrive chez lui, John lui place un mouchoir rempli de monoxyde de carbone sur le visage, ce qui lui cause une perte de conscience pratiquement immédiate. Et tout comme il l'avait fait précédemment, John va l'étrangler à mort. Mais cette fois-ci, une fois qu'il est certain que sa victime a bel et bien perdu la vie, il l'agresse sexuellement, post-mortem, oui. Avant de lui réserver exactement le même sort qu'à Ruth et de l'enterrer dans son jardin. Et tout comme il l'avait fait la première fois, John Christie reprend ensuite le cours de sa vie comme si rien ne s'était passé. Et malheureusement pour la pauvre Muriel, vu que son meurtre a eu lieu en plein milieu de la guerre, personne ne va s'inquiéter de sa disparition plus que cela, et tout le monde va tout simplement assumer qu'elle a perdu la vie lors d'une attaque. Et la pauvre femme de John, Ethel, n'avait de son côté pas la moindre idée de ce qui se passait derrière son dos. Elle rendait très régulièrement visite aux membres de sa famille à Halifax et partait donc le temps de 2-3 jours, sans avoir la moindre idée que dès qu'elle avait le dos tourné, John de son côté en profitait pour assouvir ses fantasmes les plus sombres. Les années passent et en 1948, soit 4 ans après le meurtre de Muriel, un jeune couple emménage au dernier étage du complexe d'appartements où vivait John. Il s'agit là de Timothy Evans, âgé de 24 ans, et de sa femme Beryl Susanna Torley Evans, âgée elle de 19 ans. Timothy souffrait de troubles de l'apprentissage et avait un QI extrêmement bas, ce qui l'a énormément complexé pratiquement toute sa vie.
Sa femme Beryl était à ce moment-là enceinte de 3 mois et c'est justement cette récente grossesse qui a poussé le couple à venir emménager dans cet appartement car ce dernier disposait de plus d'espace que celui où il vivait précédemment. Lors de leur emménagement, le jeune couple se présente aux autres locataires de la résidence et font ainsi la connaissance de John et Ethel. Timothy et John vont d'ailleurs plutôt bien accrocher et vont passer de très nombreuses soirées à discuter de tout et de rien ensemble. Et en octobre de la même année, Beryl donne naissance à une petite fille qu'ils vont nommer Géraldine. Ils sont tous les deux ravis de l'arrivée de cet enfant, mais leur joie va très rapidement retomber lorsque, 1 an seulement après la naissance de Géraldine, Beryl apprend être de nouveau enceinte. À ce moment-là, ils avaient à peine assez d'argent pour subvenir à leurs besoins et pour nourrir leur fille. Il leur était donc absolument impossible de s'occuper d'un deuxième enfant. Et après avoir appris la nouvelle, Timothy va se confier à son voisin John Christie sur cette situation et lui demander ce qu'il lui suggère de faire. Et John se porte alors immédiatement volontaire pour aider Beryl à se sortir de cette situation en l'aidant à avorter. À cette époque, l'avortement était encore totalement illégal. Il était donc impossible pour le couple de se rendre dans un hôpital ou dans une clinique sécurisée pour cela. Ce genre d'opération était donc bien souvent réalisé en secret par des personnes n'ayant pas le moindre diplôme médical et dans des conditions sanitaires laissant à désirer. Et Timothy ne va pas prendre le temps de réfléchir plus longtemps à cette situation car il va immédiatement accepter l'offre de son voisin. John donne donc rendez-vous à Beryl le lendemain même dans son appartement dans le but de procéder à l'opération. La jeune femme se présente donc chez lui et immédiatement John l'endort au monoxyde de carbone, affirmant que ceci est simplement dans le but de la protéger et d'éviter qu'elle ne se souvienne de quoi que ce soit. Mais une fois que Beryl est endormie, John change totalement de plan. Il ne procède à aucune opération et à la place l'étrangle à mort. Et une fois qu'il est certain que Beryl a cessé de respirer, tout comme il l'avait fait précédemment avec Muriel, il abuse d'elle. Les heures passent et Timothy termine sa journée de travail. Il était pertinemment au courant que ce jour-là, l'opération était supposée avoir lieu et se rend donc immédiatement chez son voisin John pour avoir des nouvelles de sa femme. Mais à son arrivée cependant, John se trouve seul, aucune trace de Beryl. Il invite alors Timothy à s'asseoir, car il a apparemment quelque chose de très important à lui annoncer. Le jeune homme s'exécute et apprend de la bouche de son voisin que malheureusement, Beryl n'a pas survécu à l'opération. Il vient donc, en l'espace de quelques heures seulement, de perdre sa femme et son futur enfant. Timothy s'effondre alors immédiatement, mais John ne lui laisse absolument pas le temps de prendre conscience de quoi que ce soit et l'emmène directement dans sa chambre où le corps de Beryl se trouve allongé sur le lit. Comme je vous l'ai dit plus tôt, à cette époque, l'avortement n'était pas légal. John avait donc peur de contacter les secours pour les informer de la mort de Beryl, car il savait pertinemment qu'il allait être questionné sur la raison de la présence de sa voisine chez lui, et surtout sur ce qui a mené à sa mort. Et Timothy de son côté n'était pas du tout innocent non plus, car il était tout à fait au courant que cette opération clandestine allait avoir lieu et avait même donné son accord pour cela. John fait alors un terrible chantage à Timothy en lui mettant la pression et en lui répétant sans cesse qu'ils doivent immédiatement se débarrasser du corps de Beryl, car s'il venait à se faire attraper par la police, il ne se gênerait pas pour entraîner Timothy dans sa chute. Les deux hommes cachent le corps de Beryl dans le jardin et une fois le travail terminé, John profite de la crédulité de Timothy pour le manipuler. Il lui explique qu'il serait mieux pour lui de prendre la fuite et de quitter la région, laissant derrière lui le souvenir de sa femme pour redémarrer une nouvelle vie. Mais il insiste sur un détail très important. Il souhaite que Géraldine, la fille de Beryl et de Timothy, reste vivre avec lui. Géraldine n'est encore qu'un bébé à ce moment-là, car elle vient à peine de fêter ses 1 an. Mais sous la pression, Timothy accepte. Il laisse donc Géraldine chez John et Ethel, récupère toutes ses affaires et quitte la ville pour retourner vivre aux côtés de sa famille au Pays de Galles. Et sur place, Timothy invente une histoire de toutes pièces pour expliquer son retour au Pays de Galles et surtout la soudaine disparition de Beryl et de Géraldine. Il explique que le couple faisait face à de très gros problèmes d'argent et ne faisait que se disputer et avoir finalement pris la décision de se séparer. Et dans sa version des faits, Beryl a emporté Géraldine avec elle et est retourné vivre auprès de sa famille. Il va se tenir à cette version durant un certain moment avant de commencer à éprouver des remords. Quelques semaines seulement après son retour au Pays de Galles, Timothy fait demi-tour et est de retour à Notting Hill pour rendre visite à sa fille Géraldine et s'assurer que John prenne bien soin d'elle.
Mais son retour sur les lieux du crime va faire remonter en lui les souvenirs de cette terrible nuit, et pris de culpabilité, Timothy décide de se rendre à la station de police de la ville pour tout confesser. Il va cependant donner une version des faits légèrement différente de la vérité et évite de mentionner la rencontre entre sa femme et son voisin du dessous. Il raconte être rentré du travail et avoir donné à sa femme une petite bouteille remplie d'un liquide qui lui permettrait supposément d'arrêter sa grossesse. Et cette bouteille, il explique l'avoir obtenue de la part d'un ami, mais ne mentionne aucunement le nom de John Christie. Dans sa version des faits, sa femme aurait alors perdu la vie après avoir bu le fameux liquide se trouvant à l'intérieur de cette bouteille. Et pris de panique, il aurait à ce moment-là décidé de se débarrasser du corps de Beryl en la découpant en morceaux et en la plaçant à l'intérieur d'un drain se trouvant juste devant chez lui. Les policiers ne perdent pas de temps et se rendent immédiatement sur place. Mais après une fouille complète du drain, absolument rien n'y est découvert. Cependant, les policiers ont immédiatement réalisé que Timothy semblait avoir énormément de choses sur la conscience et qu'il y avait donc de très fortes chances d'après eux pour qu'il ait effectivement quelque chose à voir dans la disparition de sa femme. Le complexe d'appartements est entièrement fouillé, à commencer par le 3e étage où Timothy, Beryl et Géraldine vivaient, puis l'appartement d'en dessous, avant de terminer par le rez-de-chaussée, qui est donc occupé par John Christie. Une fois tous les logements méticuleusement fouillés, les officiers de police se mettent maintenant à inspecter le jardin. Et à l'arrière d'un petit cabanon, ils vont découvrir 2 corps. Celui de Beryl Evans et à côté d'elle, le petit corps de sa fille Géraldine. Toutes les deux ont été étranglées à mort. Timothy est immédiatement questionné et se retrouve en première place sur la liste des suspects. Mais le jeune homme, à ce moment-là, n'avait absolument aucune idée que Géraldine était morte, et lorsqu'il apprend cette nouvelle, il s'effondre totalement. Les policiers vont l'interroger durant des heures entières et lui demander sans arrêt s'il a quoi que ce soit à voir dans la mort de sa fille et de sa femme. Et sous la pression, Timothy finit par craquer et admettre avoir lui-même effectivement mis fin au jour de Beryl et de Géraldine. Je vous rappelle que Timothy souffrait de troubles de l'apprentissage entre autres et était intellectuellement limité. Ce qui d'après moi est la raison pour laquelle il a effectivement avoué ces meurtres pour lesquels il n'avait absolument rien à se reprocher. Mais il est aussi tout à fait possible qu'il se soit senti coupable d'avoir laissé Beryl et Géraldine aux mains de John sans avoir la moindre idée de ce qui allait leur arriver. Il confesse donc avoir étranglé à mort Beryl lors d'une dispute au sujet de dettes et avoir 2 jours plus tard assassiné Géraldine de la même manière, après quoi il est parti pour le Pays de Galles. Il n'y a plus aucun doute possible pour les policiers, ils tiennent bien là leur coupable et le placent immédiatement en détention dans l'attente de son procès. Sauf que quelques semaines plus tard seulement, Timothy va entièrement changer sa version des faits. Il revient sur sa confession et affirme être totalement innocent et n'avoir été informé de la mort de Géraldine que lorsque les policiers ont découvert son corps sans vie. Il explique cependant avoir été présent lors de la mort de sa femme, mais avoir laissé sa fille aux soins de son voisin, un homme du nom de John Christie, qui d'après lui est le véritable coupable. C'est finalement le 11 janvier 1950 que le procès de Timothy Evans débute. Il va tenter de se défendre aussi bien que possible et de revenir sur sa confession, mais le jury va avoir bien du mal à croire en son innocence et malheureusement pour lui, ses précédents aveux ne vont pas du tout jouer en sa faveur. Après seulement 40 minutes de délibération, Timothy Evans est reconnu coupable pour les meurtres de Géraldine Evans et de Beryl Evans et est pour cela condamné à mort. Et sachez que John Christie était présent tout au long de l'audience et a passé son temps à prier pour que les choses ne se retournent pas contre lui. Il pointait sans arrêt le doigt en direction de Timothy, affirmant qu'il était le seul et unique responsable dans la destruction de sa famille. Et c'est finalement en mars 1950, soit un peu plus de 2 mois après son procès, que Timothy Evans est pendu devant une foule de témoins et de petits curieux. Et sachez que tout au long de cette affaire, énormément de personnes sont restées persuadées du début à la fin que Timothy était à 100% innocent et que John Christie a pris avantage des troubles mentaux du jeune homme pour le manipuler. Les soupçons envers lui sont restés tellement présents, même après la mort de Timothy, que l'employeur de John a décidé de le licencier et que ses amis, il n'en avait pas beaucoup, mais le peu d'amis qu'il avait, ont tout simplement décidé de prendre leur distance et d'éviter tout contact avec lui. John tombe alors dans une terrible dépression et il va lui falloir plusieurs mois avant de ne se relever de cette situation et de ne finalement recommencer à travailler
lorsqu'il se retrouve engagé pour une compagnie de transport en commun. Les choses semblent aller un petit peu mieux pour lui, en tout cas jusqu'au mois de décembre de l'année 1952. Juste avant les fêtes de Noël, John donne sa démission car il vient d'obtenir une offre d'emploi très intéressante dans la ville de Sheffield qui est située à plus de 250 km de Londres. Il est donc temps pour lui d'aller de l'avant, de quitter son appartement du 10 Rillington Place, de quitter son emploi et de déménager à Sheffield. Mais lorsqu'on le questionne sur Ethel et qu'on lui demande ce qu'elle pense de cette situation et si elle compte le suivre à Sheffield, John se renferme soudainement sur lui-même et confie qu'entre sa femme et lui, les choses n'allaient vraiment pas bien, et ce depuis déjà très longtemps, et il affirme qu'elle l'avait quitté des semaines plus tôt. Et si ses interlocuteurs se montraient un petit peu trop curieux et lui demandaient ce que Ethel devenait et l'endroit où elle se trouvait, John, à ce moment-là, les coupait en leur disant qu'il ne souhaitait plus parler de cette situation et que de toute façon, lorsque Ethel et lui ont décidé de se séparer, il a perdu tout contact avec elle et n'a donc aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Les mois passent et John revend petit à petit tous ses effets personnels dans le but de son déménagement à Sheffield. Il reste dans son appartement jusqu'en mars 1953 et sachez justement qu'entre les mois de janvier et de mars 1953, il continue à faire des victimes car il va tuer 3 autres femmes, 3 travailleuses du sexe, dont il va cacher les corps dans un petit débarras se trouvant juste au-dessus de sa cuisine. Ce qui rallonge la liste de ses victimes car à ce moment-là, il en est à 7. Et à la fin du mois de mars 1953, John a revendu une majeure partie de ses effets personnels et a été capable de trouver des acheteurs pour son appartement. Le 20 mars, il remet donc les clés aux mains des nouveaux propriétaires et quitte les lieux. Il loue alors une chambre dans un hôtel situé juste à côté de la gare de King's Cross, qui se trouve dans le cœur de Londres, où il passe 4 nuits avant de ne disparaître. Mais le jour de sa disparition, les nouveaux propriétaires de son appartement font une découverte glaçante. Alors qu'ils sont en train d'organiser leurs affaires et de faire du rangement, ils ouvrent le placard se trouvant au-dessus de la cuisine et découvrent des corps humains. La police est immédiatement contactée et John Christie recherché à travers tout le pays. De plus amples fouilles des lieux vont avoir lieu et les policiers sont incapables de croire ce qu'ils ont sous leurs yeux. Les corps ne font que s'enchaîner les uns après les autres, y compris un qu'ils vont retrouver sous le plancher du salon. Un corps identifié comme étant celui de Ethel Christie. Oui, John a tué sa femme en l'étranglant à mort au cours d'une dispute durant le mois de janvier 1953 et après lui avoir volé ses bijoux et effets personnels, il a décidé de cacher son corps sous le plancher du salon. Et durant les 2 mois qui ont suivi son meurtre, il a menti à ses proches en affirmant que sa femme était partie vivre aux côtés de sa famille. Tandis qu'à la famille d'Ethel, il mentait en leur disant qu'Ethel était très gravement malade et souffrait d'arthrite, ce qui était donc la raison pour laquelle elle était incapable de leur écrire ou de leur rendre visite. Le jardin est entièrement fouillé et 2 corps y sont déterrés, ceux de Ruth Furst et de Muriel Eddy, ses premières victimes. John Christie est recherché par toutes les polices du pays et son visage se retrouve affiché à travers toute la ville de Londres. Et c'est grâce à cela qu'il est finalement arrêté le 30 mars 1953 alors qu'il errait le long d'un pont. Un policier lui a demandé de bien vouloir se présenter, ce que John a refusé de faire. Il a donc été immédiatement emmené jusqu'à la station de police la plus proche où il a été finalement identifié comme étant John Christie. Lorsque les policiers lui demandent où est-ce qu'il se trouvait entre le moment où il a quitté son appartement du 10 Rillington Place et le moment où il a été arrêté, il explique avoir tout simplement erré au travers de la ville, avoir dormi sur les bancs et avoir tenté d'échapper à la police. Et alors qu'il est placé en prison dans l'attente de son procès, John va de lui-même avouer les meurtres d'absolument toutes les victimes retrouvées chez lui, à l'exception de Géraldine, le bébé de Timothy et Beryl. Il va avouer le meurtre de Beryl Evans, prouvant ainsi l'innocence de Timothy, mais malheureusement cet aveu arrive un petit peu trop tard. Le seul problème, c'est que John n'a pas avoué tous ses meurtres aux policiers. Il les a avoués à ses compagnons de cellule, car face aux policiers, John joue l'innocent et prétend ne se souvenir de rien. Sous la pression, il finit tout de même par confesser le meurtre de sa femme Ethel, mais toutes les autres victimes, il affirme ne pas les connaître et n'avoir absolument aucune idée de comment leurs corps ont pu se retrouver chez lui. Et c'est dans la même cour de justice que celle où Timothy Evans a reçu sa sentence que le procès de John Christie débute le 22 juin 1953.
John tente alors le tout pour le tout en plaidant la folie, affirmant ne se souvenir d'absolument rien et souffrir de troubles mentaux, l'ayant poussé à commettre ces actes atroces. Heureusement cependant, le jury ne va pas croire un mot sortant de la bouche de ce terrible individu, et en seulement quelques minutes, John Christie est reconnu coupable du meurtre de sa femme Ethel et est condamné à mort pour cela. Malheureusement cependant, aucune preuve assez solide permettant de le lier à la mort des autres victimes ne va être découverte. Il ne sera donc jamais jugé pour avoir assassiné ces 6 femmes et un bébé. Justice ne leur sera donc tristement jamais rendue, et c'est probablement ce qui me désole le plus dans cette affaire. Lorsqu'il est questionné sur le meurtre de sa femme, John explique qu'Ethel a été un obstacle dans sa vie durant plus de 10 ans et que l'éliminer lui a fait un bien fou et lui a permis de pouvoir continuer à tuer en toute impunité et sans avoir à se cacher. Et c'est le 15 juillet 1953 que John Christie est pendu dans la prison de Pentonville. Suite à son aveu, la mise à mort de Timothy a été revue, et même s'il était bien évidemment trop tard pour faire quoi que ce soit dans son cas, en 1966, Timothy Evans a reçu une grâce posthume. En 1978, le complexe d'appartements du 10 Rillington Place a été entièrement détruit et de nouveaux appartements ont été construits sur le terrain. Et sachez d'ailleurs que la rue a elle aussi été renommée et s'appelle aujourd'hui Ruston Close. Et voilà qui conclut notre affaire du jour. Je pense que ce qui m'horripile le plus dans cette affaire, comme je l'ai dit, c'est le fait que 6 de ces victimes n'ont reçu absolument aucune justice pour ce qui leur est arrivé. J'aurais juste aimé que John soit tenu responsable de ce qu'il leur a fait. Malheureusement, on peut pas refaire l'histoire. J'ai bien hâte en tout cas de connaître vos retours et impressions sur cette affaire, donc n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Je vous souhaite encore une fois de très joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!